Salut, ici Laurence de Parler pour comprendre, le podcast qui vulgarise les concepts clés du féminisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire. Pour comprendre la situation actuelle des droits des femmes au Québec, il me semblait primordial d'en apprendre davantage sur notre passé. J'ai donc eu la chance de m'entretenir avec Camille Robert, doctorante en histoire à l'UQAM. Ses recherches portent principalement sur l'histoire des femmes, le féminisme, les droits du travail et les services publics au Québec. Camille a récemment co-dirigé l'ouvrage Travail invisible, portrait d'une lutte féministe inachevée. Et elle a aussi terminé son premier livre, Toutes les femmes sont d'abord ménagères. Donc, sans plus tarder, parlons pour comprendre. Bonne écoute! Salut Camille! Premièrement, je tiens à dire un gros merci d'être présente avec moi aujourd'hui. Ça fait très plaisir. On va prendre le temps de passer à travers l'histoire du féminisme au Québec dans les dernières années. Mais avant tout, avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de pourquoi tu t'es décidée à te spécialiser dans l'histoire des femmes et par rapport au féminisme. Moi, j'ai un parcours en histoire à la base, donc je dirais que c'est surtout une fois arrivée à la maîtrise que à ce moment, j'ai dû préciser un peu mes intérêts de recherche là, pour faire mon mémoire de maîtrise. Puis, j'ai commencé à m'intéresser aux mobilisations féministes pour la reconnaissance du travail ménager des femmes dans les années 70 et 80 surtout. Et je trouvais ça important parce que en fait, cette histoire-là, on la connaît pas tant que ça. Il y a quand même des ouvrages qui ont été écrits, là, mais c'est pas une histoire qui est tellement enseignée dans les cours, au secondaire, au cégep ou même à l'université. C'est une histoire qui reste quand même assez marginalisée. Puis j'ai l'impression aussi que quand on parle des avancées en termes de conditions des femmes, on présente ça souvent comme des cadeaux qui ont été un peu accordés par le gouvernement aux femmes, que ce soit le droit de vote, que ce soit les garderies, alors que derrière ça, il y a souvent plusieurs décennies de mobilisation qui ont été menées par des groupes de femmes. Donc, pour moi, c'est important de remettre de l'avant cette histoire-là. Puis dans le cas du travail ménager en particulier, en fait, on pourra y revenir plus tard, mais je trouvais que c'était une mobilisation pour laquelle il n'y avait pas eu de victoire significative. Là, en ce moment, avec la situation liée au COVID, à la COVID, on parle beaucoup de la charge mentale qui est décuplée là, pour les femmes à la maison, surtout celles qui ont des jeunes enfants. Mais donc, on voit que tous ces combats-là aussi se prolongent dans le présent. Il y a encore énormément à faire. Puis c'est utile de connaître l'histoire pour savoir où on s'inscrit un peu dans tout ça. Est-ce que tu penses qu'on comprendrait puis on pourrait plus s'adapter à la situation du COVID en ce moment si on avait mieux connu notre histoire aussi puis qu'on aurait mieux pris le temps de la décrire à nos jeunes puis à nos populations? J'ai l'impression parfois que les gouvernants, les décideurs font les mêmes erreurs. Tu sais, là... Ça touche pas seulement la charge mentale ou le travail ménager, mais même on voit ce qui se passe en ce moment dans le secteur public avec les infirmières, avec les préposés aux bénéficiaires, qui sont surtout des femmes. Pourtant, ça fait quand même plusieurs décennies que ces travailleuses dénoncent les compressions budgétaires dans le système de santé, dans le système de l'éducation, mais elles ne sont pas écoutées. Donc, je pense que définitivement, si on avait une perspective plus historique ou plus à long terme, sans doute qu'on pourrait mieux voir comment les problématiques actuelles sont le résultat de décisions qui ont été prises, puis d'un choix aussi d'ignorer ces préoccupations-là. L'utilité de l'histoire, dans le fond, c'est de mieux apprendre. C'est de connaître notre histoire pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Oui, puis on comprend mieux le présent aussi quand on s'intéresse à ce qui s'est passé avant. Là. Donc, c'est pas juste, tu sais, il y a, pour certaines personnes, peut-être, l'histoire, c'est d'idéaliser certains personnages grandioses. Mais l'histoire, je crois, c'est aussi celle des gens ordinaires, puis ça nous renseigne aussi sur ce qu'on vit en ce moment. Super intéressant. Je pense qu'on peut commencer. On peut commencer, dans le fond, au début des années 20, avec les suffragettes. Donc, première question, qui sont les suffragettes et que revendiquent-elles? En fait, c'est surtout des militantes issues de la bourgeoisie, je dirais. Donc, des femmes, c'est ça, généralement qui étaient mariées à des
des hommes quand même assez fortunés qui avaient des positions de pouvoir dans la colonie canadienne ou même bas canadienne. Donc, c'était des femmes qui étaient issues de la bourgeoisie, qui étaient francophones, anglophones. Puis ce qu'on a appelé les suffragettes, en fait, c'était des militantes pour le droit du suffrage des femmes. Faut rappeler qu'à l'époque, les femmes... en fait, là, je vais remonter même un petit peu avant, là, au tout début du 20e siècle, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Mais il faut rappeler quand même, puis là, justement, c'est quand même important d'utiliser la perspective historique pour remettre ça en contexte. Certaines femmes propriétaires avaient déjà eu le droit de vote. Il y a Denise Baillargeon qui a publié un livre récemment qui s'appelle, je l'ai ici, je vais le retrouver, Repenser la nation. Puis ça a été souligné aussi dans des recherches de plusieurs historiennes avant. Les femmes propriétaires avaient le droit de vote, donc elles pouvaient exercer un droit de vote. Et ce droit de vote-là leur a été retiré dans les années 1830, soi-disant parce que c'était pas la place d'une femme que d'aller dans la sphère publique, de se présenter dans les bureaux de vote. Donc ça, c'est un droit qui a été perdu quand même. Mais au début du 20e siècle, il va commencer justement à avoir des regroupements de femmes qui vont être formés au Québec pour venir revendiquer une égalité de droits, si on veut, ou à tout le moins l'accès à certaines sphères dont les femmes étaient exclues. C'est le cas notamment de l'éducation, donc les femmes ne pouvaient pas accéder à certains programmes à l'université, elles avaient difficilement accès à l'éducation qui n'était pas élémentaire. Donc elles vont se mettre à revendiquer le droit de vote, mais ce qui est intéressant, c'est que elles vont pas nécessairement toujours le faire dans une perspective égalitariste, souvent elles vont le faire dans une perspective que certaines chercheuses ont appelé maternaliste. Donc, elles vont dire, finalement, nous, on sait ce qui est bon pour la famille, on sait ce qui est bon pour nos enfants, pour nos maris, tout ça. Donc, accordez-nous le droit de vote, puis on va pouvoir défendre ces préoccupations-là à travers l'exercice de notre droit de vote. Donc, il y a plusieurs associations qui vont se former. Donc, c'est ça, il y a le comité de suffrage provincial qui est créé en 1922, puis l'Alliance canadienne pour le droit de vote des femmes en 1927. Donc, il faut dire qu'à ce moment-là, quand ces associations sont fondées, les femmes avaient déjà obtenu le droit de vote au fédéral en 1918. Puis il faut rappeler la plupart des femmes parce que les femmes autochtones n'ont pas obtenu le droit de vote à ce moment-là. Les femmes d'origine asiatique n'ont pas obtenu le droit de vote à ce moment-là. Donc, certaines femmes canadiennes avaient déjà le droit de vote. Mais ensuite, les militantes... Oui? Pour faire la différence, c'était pas seulement les femmes propriétaires comme à l'époque dans les années 1800. Non, c'est ça. Ouais. C'était vraiment toutes les femmes, mais non racisées. Exactement. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel des femmes, mais bon, il faut rappeler que c'était pas toutes les femmes non plus. Donc, c'est ça, au provincial, par contre, au Québec, les femmes n'ont toujours pas le droit de vote, et c'est pour ça que ces associations vont être fondées dans les années 1920. Ça va prendre quand même plusieurs années, là. Finalement, c'est seulement en 1940 le droit de vote au provincial va être accordé. Puis ça, on appelle ça souvent la première vague du féminisme. Quand on parle de première vague, justement, c'est tout le mouvement pour venir revendiquer un élargissement des droits des femmes, surtout dans la sphère publique, je dirais. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, ça touche l'éducation, ça touche les professions qu'elles peuvent exercer. Par exemple, les femmes peuvent pas être médecins, elles peuvent pas pratiquer le droit, etc. Les demandes étaient quand même diversifiées, même si on entend souvent seulement parler du droit de vote. Exactement. Donc, ça touchait vraiment, un ensemble de droits. Il y avait aussi des préoccupations par rapport au droit familial. Donc, à l'époque, les femmes qui se mariaient perdaient pratiquement tous leurs droits. Là, elles devenaient vraiment des mineurs du point de vue de la loi. Donc, ça va toucher un ensemble de droits. C'est vrai qu'on retient beaucoup le droit de vote parce que ça a été une des mobilisations très emblématiques, mais quand même, c'est pas tout. Là. Il y avait beaucoup d'autres choses. Et à l'époque, il y a tout un contexte international aussi, c'est-à-dire que en Angleterre, en France, aux États-Unis, il va aussi avoir des mobilisations extrêmement importantes un peu partout. Puis on retient la bataille pour le droit de vote parce qu'il va y avoir aussi beaucoup de coups d'éclat, notamment en Angleterre, avec certaines militantes qui vont poser des gestes de désobéissance civile, donc elles vont briser les vitres du Parlement. Il y a une militante aussi qui va se lancer devant des chevaux pendant une course pour attirer l'attention sur les revendications des militantes. Donc, il y a tous ces coups d'éclat-là. Au Québec, ça va se faire de façon un peu plus réformiste. Donc, ce sont des militantes qui vont faire pression auprès des politiciens pour qu'ils acceptent d'accorder le droit de vote.
Donc, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Donc, sur le moment, en tant que tel, je dirais que ça s'inscrit beaucoup dans cette circulation d'idées-là à travers les mouvements des femmes un peu partout. Puis on va voir que ces idées-là circulent avec des documents, avec des conférencières qui vont être invitées dans différents pays pour venir parler de ces mobilisations. Puis les militantes en faveur du droit de vote vont vraiment utiliser un ensemble d'outils, là. Il y a Idola Saint-Jean notamment qui va aller à la radio, qui va tenir une chronique aussi dans le Montreal Herald. Donc, elles vont utiliser vraiment une diversité de stratégies pour essayer de faire valoir leur mobilisation. Donc, la deuxième phase que je voulais aborder aujourd'hui était suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comment est-ce que la Deuxième Guerre mondiale a influencé le mouvement féminin au Québec? Ben, comme j'ai dit un peu plus tôt, le droit de vote a été finalement accordé à certaines femmes en 1940 au provincial, au tout début de la guerre, finalement, par le gouvernement d'Adélard Godbout. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça va être quand même une période d'élargissement des possibilités pour les femmes, c'est-à-dire que, vu les besoins de la guerre, certaines vont pouvoir intégrer des milieux d'emploi auxquels elles n'avaient pas accès. Par exemple, des femmes mariées vont aller travailler dans les usines, certaines vont avoir des emplois dans des laboratoires, donc elles vont occuper ces emplois-là qui leur étaient pas accessibles avant. Puis d'autres particularités aussi, c'est le travail des femmes mariées. Donc, auparavant, dès qu'une femme se mariait, particulièrement si elle avait un enfant, elle devait se retirer de son emploi parce qu'on considérait que c'était pas la place d'une femme. Mais c'est ce que la Deuxième Guerre mondiale va venir changer. Par contre, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, on observe quand même beaucoup de pression pour que les femmes retournent au foyer. Par exemple, il y a les allocations familiales qui vont être offertes par le gouvernement fédéral tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout ça pour inciter un peu les femmes à revenir remplir leur rôle de mère une fois que les hommes sont revenus du front. Puis dans les années, en fait, à deuxième moitié des années 40, années 50, il n'y a pas tant de mobilisation féministe. Okay. C'est comme une petite période d'accalmie, si on veut. Puis après ça, il faut attendre vraiment 1966 pour voir deux associations être formées. Il y a la Fédération des femmes du Québec qui va être formée dans la foulée de toute la célébration de l'obtention du droit de vote. Et ensuite, il y a l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, la FEAS. Donc, c'est deux organisations qui existent toujours aujourd'hui, mais qui vont être fondées un petit peu vers la fin des années 60. Et à ce moment-là, on parle pas encore exactement de deuxième vague, c'est plus des militantes issus de, encore une fois, des milieux libéraux. Dans le cas de la FEAS, c'est beaucoup plus des femmes qui viennent des milieux ruraux, donc des femmes d'agriculteurs et tout ça. Et elles vont se rendre compte justement que la situation des femmes, même si on est rendu dans les années 60, n'est pas encore égalitaire. Il va y avoir des réformes par la suite, là. Elles constatent la nécessité de se mobiliser et c'est à ce moment que ces deux associations quand même importantes là, sont formées. C'est quand exactement que la deuxième vague va commencer? Quand on parle de deuxième vague, généralement on réfère à la fin des années 60 et au début des années 70. C'est dans toute la foulée de ce qu'on a appelé la nouvelle gauche. Donc, on commence à voir émerger plusieurs mouvements sociaux, par exemple des mouvements contre la guerre du Vietnam, le mouvement étudiant. Aux États-Unis, il y a même à Montréal aussi, là, le mouvement Black Power. Donc, il y a plusieurs mouvements de libération qui germent un peu partout, je dirais, en Occident. Et les militantes féministes vont beaucoup s'inspirer de cette idée-là de libération. Donc, elles disent que c'est pas suffisant d'avoir une égalité de droit, il faut vraiment venir libérer les femmes des différentes structures d'oppression. Ça, sur le plan des idées, je dirais que c'est une particularité. C'est-à-dire qu'avant, on revendiquait vraiment cette égalité de droit-là, mais les militantes de la deuxième vague vont dire c'est des structures. C'est pas seulement d'obtenir le droit de vote, c'est pas seulement d'obtenir le droit d'aller travailler ou d'accéder à l'éducation universitaire. Il faut vraiment défaire ces structures d'oppression-là. Puis c'est à ce moment-là que plusieurs militantes vont commencer à parler de patriarcat, qui est compris vraiment comme un système de domination des hommes sur les femmes dans un ensemble de structures dans la société. Et elles vont le lier aussi avec d'autres systèmes de domination, notamment colonialistes, capitalistes. Donc, elles vont voir comment toutes ces structures d'oppression-là ont un effet, disons, sur le vécu des femmes. Puis, à partir de ce moment-là, elles vont cibler plusieurs enjeux qui étaient souvent jugés comme étant privés
par les militants de la première vague. Par exemple, des situations comme la violence conjugale, comme les agressions sexuelles, comme le travail ménager, justement. Donc, elles vont voir que tout ça, c'est pas des problèmes privés, c'est pas des problèmes entre des individus, c'est vraiment des problèmes structurels et qui sont liés à ces systèmes de domination. Fait que ce serait pas seulement une question de donner les droits aux femmes, mais plutôt rebalancer et repartager les tâches pour que tout le monde puisse profiter de leurs droits de la même façon aussi. Oui, aussi, puis de venir transformer les mentalités, de venir transformer la société. Donc, il y avait beaucoup plus un potentiel, je dirais, radical, là, dans le sens que elle voulait vraiment aller à la racine de ces problèmes-là pour essayer de changer la donne. OK. Puis ça, c'était un mouvement qui était partagé vraiment à travers le monde occidental. Oui, donc il va y avoir plusieurs collectifs qui vont être formés. Par exemple, aux États-Unis, il y a le Women's Liberation Front en 68, il y a le mouvement de libération de la femme en France en 69, si ma mémoire est bonne. Puis au Québec, il y a le Front de libération des femmes du Québec qui va être formé en 1969, à l'automne. Donc, on observe vraiment, là, c'est toute l'éclosion de cette idée de libération des femmes. Ça serait quoi les grandes victoires, les moments marquants dans cette période-là? Parce qu'il y a beaucoup de mobilisation, mais est-ce que ça a eu des impacts réels sur la vie des gens? À mon avis, une des plus grandes mobilisations et victoires, ça a été par rapport à l'autonomie corporelle, là, que ça concerne l'accès à la contraception ou même l'avortement aussi. Là, comme on sait, l'avortement était criminalisé en 1988, là, au moment où il y a eu l'arrêt Morgan Taylor. Puis l'accès à l'avortement, ça a vraiment été une des mobilisations fortes là, de la deuxième vague féministe. En 69, il y avait eu déjà une petite ouverture, si on veut, au niveau du code criminel, parce que c'était un geste sanctionné par le code criminel. Donc en 69, le fédéral va élargir un peu l'accès à l'avortement en disant que si, pour des raisons de santé physique ou mentale, donc si la mère est en détresse psychologique, il peut y avoir avortement, mais avec l'accord d'un comité thérapeutique composé de 3 médecins. Puis la plupart des médecins acceptaient pas de pratiquer les avortements, donc en pratique, c'était pratiquement c'était impossible à obtenir, là. Puis c'est à ce moment que des militantes féministes, en complicité avec certains médecins, ont commencé à mettre sur pied des cliniques d'avortement dits clandestins. Puis à Montréal, un des médecins qui était connu pour pratiquer ces avortements-là au début des années 70, c'est le Dr. Henry Morgan Taylor. Puis les militantes du Front de libération des femmes du Québec et ensuite du Centre des femmes ont beaucoup justement aidé à mettre en place ce réseau-là. Donc, lorsque des femmes voulaient obtenir un avortement, elles les contactaient, puis elles pouvaient aller obtenir une interruption de grossesse qui était sécuritaire, parce qu'à l'époque aussi, il y avait beaucoup de charlatans. Ça se pratiquait de façon qui n'était pas nécessairement sécuritaire pour la vie de la femme. Donc, ça a été extrêmement important. Puis, il y a eu cette mobilisation-là, éventuellement, qui s'est soldée avec le procès du Dr. Henry Morgan Taylor. Puis en 1988, finalement, l'avortement a été décriminalisé. Est-ce que c'est un droit qui a vraiment été utilisé quand même assez rapidement ou ça a pris du temps avant que les mentalités changent dans les familles pour que ça soit accepté? Non seulement légalement, mais socialement. Oui, je crois qu'il persistait quand même un certain tabou là, autour de l'avortement. Il y en a encore aujourd'hui, là, d'ailleurs. Il y avait quand même une certaine tolérance là, au Québec. Par exemple, certains CLSC, avant même la décriminalisation, commençaient à le pratiquer. Mais c'était plus en milieu urbain. Donc, encore là, ça posait plein d'enjeux au niveau de l'inégalité de l'accès à l'avortement. C'est-à-dire qu'en région, pour des femmes qui voulaient en obtenir un, ça devenait extrêmement compliqué. C'était la même chose pour la contraception, d'ailleurs. Beaucoup de médecins acceptaient pas de prescrire la pilule, même si ça avait été décriminalisé depuis 1969. Cet accès-là, puis l'acceptation sociale aussi, comme tu le soulignes, ça a pris quand même du temps. Puis même, encore aujourd'hui, l'avortement, on sait que l'accès est inégal, il y a encore beaucoup de tabous autour de ça. Pour la contraception, il y a eu plusieurs enjeux qui ont été soulevés par rapport au risque pour la santé des personnes qui prennent parfois des hormones, un stérilet, etc. Les violences gynécologiques, obstétricales, puis tout ça. Donc,
même s'il y a eu des grandes victoires, des grandes avancées, on voit qu'aujourd'hui, ben, il y a encore énormément à faire. Puis il faut toujours rester vigilante parce que souvent, il s'agit d'une réforme. Ça a été le cas, par exemple, en 2015, quand Gaétan Barrette avait fait une réforme qui venait limiter le nombre d'avortements que les médecins pouvaient pratiquer. Ben, tu sais, chaque décision gouvernementale peut aussi constituer un recul pour l'accès à ces droits-là. Puis on le voit aussi en ce moment un peu autour de nous avec les États-Unis, dans certains États où ça a été juste par rapport au COVID puis la gestion des hôpitaux, c'est un droit souvent qui va être mis de côté assez rapidement. Oui, oui, tout à fait. Il y a des cliniques qui ont été fermées, là, justement, dans la situation de COVID. Puis aux États-Unis, c'est épouvantable, mais en ce moment, depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de restrictions face à l'accès à l'avortement. Puis, tu sais, même au Québec en ce moment, puis ailleurs aussi, là, il y a plusieurs enjeux par rapport aux conditions d'accouchement là, dans le contexte de la COVID. Ouais. Donc, certains hôpitaux, comme l'hôpital général Juif, avaient rendu une décision où la personne accompagnante, souvent le conjoint ou la conjointe, était exclue de l'accouchement. Donc, c'est ça, il faut toujours rester vigilante. Si on revient un peu à notre sujet, comment les différents groupes féministes ont évolué et se sont différenciés? Puis c'est quoi la radicalisation qu'on a pu percevoir? Dans les années 60-70, admettons? Ben, je dirais qu'il y avait comme deux, peut-être plus, là, mais au moins deux visions qui se côtoyaient, deux visions importantes. D'un côté, il y avait des militantes qui étaient, disons, un peu plus libérales, un peu plus âgées aussi. Par exemple, celles qui étaient engagées dans la Fédération des femmes du Québec ou dans la FEAS, justement. Puis de l'autre côté, il y avait des militantes plus jeunes, plus radicales, qui étaient issues des mouvements de contestation, mouvements étudiants, mouvements syndicaux, indépendantistes, etc. Ensuite, entre ces militantes plus radicales aussi, là, il y avait différentes factions entre celles qui étaient plus d'inspiration marxiste, celles qui étaient plus d'inspiration radicale contre le patriarcat. Donc, il y avait beaucoup de tendances à l'époque. Puis cette radicalisation-là s'est faite, dans le fond, au début des années 70. Oui, fin 60, début 70. Ben, comme on avait discuté plus tôt, il y avait tous les courants d'idées là, autour de la Nouvelle Gauche, des mouvements de contestation populaire. Il y avait beaucoup d'idées qui circulaient à l'époque sur le capitalisme, sur l'impérialisme. Les militantes plus jeunes, qui provenaient des mouvements sociaux, vont beaucoup s'inspirer de toute cette littérature-là pour essayer de réfléchir à la condition des femmes. Donc, je dirais que c'est ça, qui a mené probablement une pensée qui était plus radicale, à des gestes d'action aussi qui étaient plus radicaux. Donc, plusieurs d'entre elles vont faire des coups d'éclat. Donc, elles sont pas dans la concertation auprès des politiciens, elles sont vraiment, sont là pour brasser la cage, si on veut. Puis pour que les choses changent maintenant, pas dans 15 ans, pour que ça change vraiment dans l'immédiat. Puis c'était quoi, en fait, leur principale revendication à ce moment-là? Comme on a dit, il y a l'avortement, la contraception. Elles vont aussi... moi, j'ai travaillé là-dessus, là, mais il y avait plusieurs revendications autour de la reconnaissance du travail ménager des femmes. Par exemple, certaines militantes ont revendiqué un salaire pour le travail ménager en disant que, finalement, tout système capitaliste s'appuyait sur le travail gratuit des femmes qui était fait à la maison. Donc, pour essayer de revaloriser ce travail-là, redonner une autonomie aux femmes, puis faire contrepoids au système capitaliste, il fallait revendiquer un salaire. D'autres vont aussi réclamer des garderies. À l'époque, il faut rappeler qu'il n'y avait pas encore de CPE. Ça, c'est venu dans les années 1990. Mais si on disait, pour que les femmes puissent travailler, il fallait finalement que quelqu'un s'occupe des enfants. Puis c'était pas les conjoints qui le faisaient, évidemment. Est-ce que le salaire octroyé pour les travaux ménagers, est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été considéré, discuté? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Est-ce que c'est quelque chose qui a été même considéré dans les années 70 ou pas vraiment? Ça a été énormément discuté, cette revendication-là. Ça n'a jamais été... il n'y a pas eu d'occasion, si on veut, de le tester, mais ça a quand même été dans les programmes du Parti québécois au début des années 70. Avant qu'ils prennent le pouvoir, là. Donc, les deux premiers programmes, je ne me rappelle plus les années, je pense, genre 73 et 75, je suis plus certaine. Mais, donc, ça a quand même été dans le programme de rémunérer le conjoint qui était au foyer. Il y a eu un symposium féministe à Montréal assez important où cette revendication-là a été abordée.
OK. par des militantes. La plupart des partis politiques à l'époque avaient pris position en faveur ou en défaveur du salaire au travail ménager. Même chose pour les syndicats, pour différents groupes militants. Donc, c'est une revendication qui a été quand même assez discutée, débattue, mais elle n'a jamais vraiment été retenue par une organisation pour être mise en pratique. OK, puis c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. C'est moi où on n'en parle plus Oui. vraiment de nos jours, c'est même plus une question. On n'en parle plus vraiment, mais tu sais, toutes les... par exemple, la situation actuelle avec le PCU, tu sais, qui est offert... Je sais pas, tu sais, ça me fait réfléchir beaucoup. Tu sais, il y a des questions de revenu minimum garanti, de sécurité salariale, puis tout ça. Je trouve que ça remet quand même un peu l'idée dans l'air du temps. Tu sais, particulièrement à Montréal, pour les personnes qui peuvent plus aller travailler, qui doivent s'occuper de leurs enfants à la maison. Ben finalement, on considère que ce travail-là a un peu une valeur, là, puis que de s'occuper des enfants aussi, c'est... Bref, je réfléchis à tout ça, mais c'est... ouais. Ah, mais c'est intéressant comme comparaison. Puis on parlait tantôt de mouvements radicaux. Quel a été l'impact de ce mouvement radical-là sur la perception de la population? Est-ce que la population s'est un petit peu séparée un peu plus du féminisme et l'a accepté un peu moins? T'sais, c'est certain que ces militantes-là étaient perçues comme étant radicales là, dans les années 70 quand elles se mobilisaient. Mais il y a quand même eu au Québec beaucoup d'appui par rapport aux mobilisations pour l'accès à l'avortement. Je pense que si les moyens ont parfois choqué un peu, les revendications en tant que telles ont fini par trouver leur place puis à être acceptées. Puis je pense que ça se reflète peut-être dans le fait que au Canada, il me semble qu'on est la seule province à avoir un réseau public de garderie. On est la province où il y a un congé parental le plus généreux. Donc, toutes ces revendications-là, on le voit, ont eu quand même un impact politique dans les programmes publics. Fait que je pense que ces revendications-là ont fait leur bout de chemin quand même, tu sais, même si, c'est ça, à l'époque, ces militantes pouvaient être souvent jugées ou critiquées, tu sais, mais leurs idées étaient quand même écoutées et non seulement rejetées parce que là, c'était trop, puis il y avait des stéréotypes par rapport au féminisme. Moi, j'ai l'impression, puis, tu sais, même quand il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire Chantal Daigle en 1989, il y a eu énormément de support, là. En fait, je sais pas si tu connais, mais c'était une femme... qui s'était séparée d'un conjoint puis qui voulait se faire avorter. L'avortement venait d'être décriminalisé. Puis son conjoint avait réussi à obtenir une injonction d'un juge pour l'empêcher de se faire avorter. Puis c'était à l'été 1989 et il y a eu une mobilisation nationale pour soutenir cette femme-là pour qu'elle puisse réussir à se faire avorter. Puis elle a été aidée par des militantes féministes notamment qui ont finalement réussi à lui faire traverser la frontière américaine pour qu'elle puisse aller se faire avorter aux États-Unis parce que elle pouvait pas le faire ici. En fait, elle s'exposait à une peine de prison. Puis ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois dans les journaux où on parlait que de ça. Mais il y a eu quand même des manifestations monstres pour la soutenir. Il y a eu aussi certains qui ont soutenu son conjoint, son ex-conjoint. Ce qui est tout à fait normal. Il y aura toujours... Tout le monde est deux bords. Oui, mais quand même, ça donne un peu le pouls sur le soutien qu'il pouvait y avoir là, pour... à partir des années 1900-1990, tu dirais que c'est quoi les grandes étapes? Je sais que c'est un peu plus récent, mais les grands moments. Ben, dans les années... en fait, depuis les années 90, début 2000, il y a eu quand même 2 mobilisations très importantes. Là. Il y a eu la marche du pain et des roses en 1995. Puis ensuite, il y a eu la marche mondiale des femmes la en 2000. marche des pains et des roses, c'était quoi exactement? C'était une marche qui se déroulait au Québec. Puis c'était pas uniquement, mais beaucoup centré autour de la condition économique des femmes. C'est ça, malgré les revendications des années 70-80, on se rendait compte que les femmes étaient toujours dans une situation de grande précarité, que ce soit les femmes assistées sociales, les femmes qui travaillent au salaire minimum dans le secteur des services, puis tout ça. Donc, beaucoup de revendications touchaient le secteur, en fait, des questions plus économiques. Puis, c'est aussi à partir de ce moment-là, je dirais que le mouvement des femmes a commencé à être... Je vais de façon très modérée, là, mais un peu plus inclusif. Parce qu'avant,
les collectifs féministes, on peut considérer la condition des femmes immigrantes, la condition des femmes racisées. Ça va un peu commencer à changer avec la marche du pain des roses. Donc, par exemple, certaines revendications vont toucher les femmes immigrantes pour qu'elles aient, au niveau du parrainage, là, c'est-à-dire que souvent, elles dépendaient de leurs parrains, qui étaient leurs maris, dans leur statut d'immigration, puis ça les plaçait dans des situations de vulnérabilité quand même. Et donc, la marche du pain des roses, ça va rassembler à peu près 800 marcheuses qui vont se rendre jusqu'à l'Assemblée nationale du Québec pour faire valoir ces revendications-là. Puis, c'est à la suite de cette marche-là que l'idée va un peu germer d'organiser une marche mondiale des femmes pour l'an 2000, à l'initiative de la Fédération des femmes du Québec. Et c'est là que ça va prendre vraiment que ça va atteindre une portée plus internationale, où des collectifs de femmes un peu partout dans le monde vont se rassembler ensuite. Puis est-ce que c'est là qu'on peut parler un peu de la troisième vague du féminisme? On peut, tu sais, ça émerge quand même je dirais dans les années 90, d'abord aux États-Unis. Tu sais, la troisième vague, ça va venir élargir quand même les perspectives féministes. Il y a plusieurs catégories de femmes qui vont revendiquer d'être plus prises en compte, si on veut, dans les mobilisations, que ce soit justement les femmes immigrantes ou racisées. Dans certains cas aussi, ça va être les femmes lesbiennes qui avaient été quand même invisibilisées dans les mobilisations auparavant. Il y avait des collectifs, là, mais quand même, c'était peu pris en compte. Puis cette troisième vague-là va aussi beaucoup questionner, tu sais, qu'est-ce qu'on appelle le nous-femmes, si on veut. Donc, tu sais, qu'est-ce qui forme la cohésion du groupe femme, qu'est-ce qui forme la cohésion du groupe féministe. Puis ça va être à ce moment-là, justement, que les revendications vont être un petit peu plus élargies. Puis je pense à ça vite, c'est quand, dans le fond, qu'on a commencé à parler du droit au travail du sexe et tout ça. Est-ce que c'est dans les années 90 aussi, dans une certaine différenciation? Ben, dans les années 70, c'est ça qui est quand même intéressant avec la revendication du salaire au travail ménager. Là, il va y avoir beaucoup de liens de solidarité avec les travailleuses du sexe. Puis ce qui est quand même un cas unique, là, si on veut, en termes de solidarité féministe à l'époque. Tu sais, les militantes en faveur du travail, du salaire au travail ménager vont dire, ben, la seule différence entre les ménagères et les travailleuses du sexe, c'est que les travailleuses du sexe sont payées pour faire ce travail-là. Alors que les ménagères et leur devoir conjugal, ben, elles sont pas payées pour le faire. Donc, il va y avoir des liens de solidarité, mais effectivement, c'est beaucoup plus dans les années 90 que leurs revendications vont commencer à être prises en compte. Puis encore là, tu sais, c'est... comme tu sais, sans doute, il y a beaucoup de débats dans les milieux féministes à ce sujet-là, entre des perspectives abolitionnistes, pro-travail du sexe. Donc, est-ce qu'il faut mieux encadrer le travail du sexe pour élargir les droits puis garantir la sécurité des travailleuses, ou est-ce qu'il faut carrément l'abolir? Donc, il y a quand même des débats là, qui émergent. Puis si on parle, dans le fond, des années 2000, 2010, tu penses qu'on est rendu où? Puis c'est quoi qui reste? C'est quoi les principaux droits qui restent à acquérir? Et là, la grosse question. C'est pour ça que je suis historienne, là, je m'intéresse au passé. Mais non, sans blague, c'est que les années 2010, tu sais, je les ai plus connues, moi, là, comme militante. Fait que c'est difficile parfois d'avoir un recul. Mais toi, en tant que militante, sinon, c'est une question plus personnelle. C'est ça. Ben, tu sais, je te dirais que, tu sais, même, là, on a parlé de première, deuxième, troisième, mais il y a même une quatrième vague qu'on attribue aux années 2010 avec... La troisième vague serait à peu près finie. Oui. Ouais. Mais en fait, tu sais, les vagues, tu sais, c'est pas non plus... Il n'y a pas une date de départ puis une date de fin. Non. Tu sais, on l'utilise, tu sais, définir certains courants d'idées, si on veut, puis certains courants de mobilisation. Mais, tu sais, dans les années 70, il y a encore des militantes, tu sais, qui peuvent se rapprocher plus de la première vague, comme aujourd'hui, il peut y avoir des militantes qui se rapprochent des mobilisations de la deuxième vague. C'est ça. Mais la quatrième vague, en fait, ce terme-là a été utilisé pour qualifier toute l'éclosion des militantes féministes plus sur Internet, avec les blogs, avec l'utilisation de Twitter, de Facebook, de Tumblr, Instagram. Ça serait le mouvement MeToo aussi, qui est plus sur les réseaux sociaux. OK. Oui. Ben, ça se caractérise par l'utilisation des réseaux sociaux, mais aussi, tu sais, par rapport, je dirais, à une certaine incrédulité face à
à tout ce qui reste à faire. Puis le mouvement MeToo, c'était beaucoup ça, j'ai l'impression, là, c'est de dire, ben voyons donc, tu sais, qu'il y a encore autant d'agressions sexuelles qui surviennent. Voyons donc qu'il faut encore se battre pour que notre consentement soit respecté. Donc, tu sais, il y a beaucoup ces mobilisations-là, l'utilisation de mots-clics, puis tout ça. Puis, tu sais, même, il y a plus de visibilité face aux enjeux queer, face aux militantes racisées, tu sais, qui utilisent beaucoup aussi ces plateformes-là pour s'exprimer. Tu sais, il y a une diversification qui était déjà présente avant, mais qui a peut-être gagné en visibilité quand même avec l'utilisation des médias sociaux. Pour finir, petite question, qu'est-ce que tu souhaites à la femme en 2020? Encore. Grosse question. Ben, en fait, tu sais, je suis très préoccupée par le contexte actuel lié à la pandémie, puis j'espère juste que ça va pas, tu sais, ouvrir la porte à plus de recul par rapport à la condition des femmes. Tu sais, on l'a vu avec la situation... Ben là, je suis enceinte en ce moment, ça paraît pas, mais... Merci. Je dois accoucher bientôt, mais c'est quand même très préoccupant pour ben oui, évidemment, si on est enceinte, mais aussi par rapport aux soins des aînés, par rapport aux soins des personnes en situation de handicap, puis par rapport aux travailleuses aussi, évidemment, dans le réseau public, là, qui sont surtout des femmes. Dans les CHSLD, c'est énormément des femmes racisées qui travaillent en tant que préposées aux bénéficiaires. Puis, tu sais, j'espère qu'à plus long terme, tout ça, tu sais, va pas s'effriter, c'est-à-dire que après toute cette crise-là, il va falloir qu'on se souvienne que c'est les femmes, effectivement, qui ont été au front, puis que ça se traduise pas en des reculs, tu sais, puis que les droits qu'elles devraient avoir, que ce soit des meilleures conditions de travail, que ce soit accès à des garderies, pour pas devoir s'occuper des enfants toute la journée à la maison, ben, tu sais, que ces droits-là soient garantis, tu sais, puis qu'il y ait des avancées à la suite de tout ça. On va voir ce qui va arriver, tu sais, on peut pas beaucoup prévoir, mais c'est une de mes préoccupations. Puis pour terminer, aurais-tu un livre, un podcast, un film, n'importe quoi, pour continuer un petit peu à apprendre sur le sujet et sur l'histoire des femmes? Ben, il y a le livre « Le féminisme québécois expliqué à Camille », qui a été écrit par Micheline Dumont, qui est une historienne. Donc ça, je trouve que c'est une bonne petite introduction. Sinon, il y a le livre Repenser la nation de Denise Baillargeon sur les mobilisations pour le droit du suffrage, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis sinon, j'avais beaucoup aimé, sur des perspectives justement plus critiques, là, il y a le livre Un féminisme décolonial de Françoise Vergès. Elle écrit beaucoup sur le contexte, ben en fait sur la France, sur le colonialisme de la France, mais quand même, c'est un petit livre qui est super accessible, puis que si on veut justement aller plus loin, je pense que c'est très important à lire aussi. Ah, parfait, ben, c'est super intéressant. Un énorme merci pour ces recommandations. C'est sûr que je vais lire ça. Pour le reste, merci beaucoup pour ton temps. Ça a été super apprécié, super intéressant. Donc, bonne fin de journée!